J'ai travaillé dur, mais mes parents ont toujours favorisé ma sœur. Quand ils ont demandé de l'argent pour elle, j'ai refusé. Mes grands-parents m'ont soutenu et ont coupé les ponts avec eux. J'ai cru que mes parents avaient enfin commencé à me traiter correctement, pensant que j'avais prouvé ma valeur. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de plus qu'une nouvelle demande pour leur fille et ses 6 enfants issus de 3 mariages successifs. J'ai grandi en sachant que je n'étais pas l'enfant préféré. Mes parents se sont toujours beaucoup plus préoccupés de ma sœur cadette, Emma, qui semblait avoir d'innombrables opportunités et du soutien. Peu importe combien de fois elle prenait de mauvaises décisions. Je me suis habituée à me débrouiller seule. J'ai travaillé dur, payé mes études universitaires grâce à une combinaison de bourses et de petits boulots à temps partiel. Et j'ai finalement trouvé un emploi stable et bien rémunéré. Mes parents n'ont jamais été impressionnés, malgré le fait que j'avais tout accompli par moi-même. Pendant des années, j'ai essayé de faire abstraction et de continuer à avancer, en espérant qu'un jour, ils m'admireraient pour mon indépendance. Pendant ce temps, la vie d'Emma était une véritable montagne russe. Elle s'est mariée jeune et son premier mariage s'est terminé au bout de 2 ans. Parce que son mari l'avait trompée. Elle s'est rapidement remariée et a eu 2 autres enfants. Mais ce mariage s'est terminé lorsque son deuxième mari est devenu accro aux jeux d'argent. Et a perdu leur maison. Emma était à son 3e mariage au moment où j'ai commencé mon travail. Et elle avait 6 enfants âgés de 12 à 2 ans. Son conjoint actuel travaille à temps partiel comme livreur. Et tente de lancer sa propre entreprise. Mais il peine à joindre les 2 bouts. Mes parents ont toujours été là pour l'aider. En payant certaines dépenses par-ci par-là. Et en trouvant des excuses pour expliquer pourquoi elle avait besoin d'un peu plus de soutien. Pendant un certain temps, j'étais trop préoccupée par ma propre vie. Pour me laisser entraîner dans le drame d'Emma. Mais ensuite, j'ai remarqué un changement dans la façon dont mes parents me considéraient. Ils sont devenus plus attentifs, me contactant plus fréquemment, me félicitant pour ma carrière et m'invitant à des dîners de famille. Je me suis demandé s'ils étaient enfin fiers de moi. Une partie de moi espérait cela depuis des années. Et je suppose que j'étais prêt à croire qu'ils avaient finalement changé. Le mois dernier, ils m'ont invité à dîner. Au début, tout semblait normal. Nous avons parlé du travail et échangé des nouvelles sur des petites choses familiales. Et, pendant un bref instant, je me suis sentie comme un membre de la famille. D'une façon que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais ensuite, la conversation a changé de sujet. Ils ont commencé à parler d'Emma. De combien il était difficile pour elle d'élever 6 enfants. Avec un seul salaire. Et de tout ce que mes parents avaient fait pour l'aider. Mais qu'ils étaient en train d'épuiser leurs ressources financières. Ils ont poursuivi en disant à quel point j'avais de la chance. D'avoir un bon travail et un salaire stable. Et que je n'avais personne à ma charge. Ils ont ajouté que je devais désormais contribuer à la famille. Puis est venu le choc. Ils s'attendaient à ce que je prenne en charge Emma financièrement. Ils avaient même un plan détaillé. D'abord, ils m'ont demandé d'acheter pour elle une nouvelle maison de 5 chambres. Car sa location actuelle était trop petite pour une famille de 8 personnes. Ensuite, ils voulaient que je mette en place des fonds universitaires. Pour ses 6 enfants. Ce qu'ils estimaient juste étant donné que j'étais le seul à pouvoir me le permettre. Ils voulaient également que je lui verse une allocation mensuelle de $5 000. Pour couvrir ses dépenses de base. Ainsi qu'un capital de départ pour lancer son blog sur la maternité. Leur plan impliquait de recevoir environ $2 millions au départ. Suivi d'un soutien financier continu. Je suis restée là, absolument stupéfait. Ils ne demandaient pas une simple faveur. Mais un engagement à vie. Me désignant comme le filet de sécurité financière d'Emma. À ce moment-là, j'ai compris que leur compassion récente n'était pas parce qu'ils m'avaient enfin accepté. Comme leur fils. Mais c'était uniquement parce qu'ils me considéraient comme un distributeur automatique ambulant pour Emma. Je leur ai dit que, même si j'étais prêt à aider avec des factures mineures, ou en cas d'urgence, je n'étais pas à l'aise avec l'idée d'assumer une charge financière aussi lourde. À ce moment-là, la conversation familiale a complètement changé de ton. Ma mère s'est mise à pleurer, m'accusant d'abandonner la famille au moment où elle avait le plus besoin de moi. Mon père m'a traité d'égoïste et d'ingrat. Ils ont déclaré que je montrais enfin mon vrai visage. Et qu'ils étaient déçus de la personne que j'étais devenue. Le dîner s'est terminé dans la colère, mes parents quittant les lieux furieux.
Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Mais je me suis trompée. En l'espace de quelques heures, Emma a commencé à bombarder mon téléphone de messages, m'accusant de compromettre l'avenir de ses enfants. Elle est même allée jusqu'à demander à ses enfants de m'envoyer des messages, disant des choses comme « Tonton ne nous aime plus ». C'était insupportable, alors j'ai fini par bloquer leur numéro. Au bout d'un moment, je n'arrivais pas à croire que la situation avait pris une telle ampleur, simplement parce que j'avais refusé de financer la vie de ma sœur. Le lendemain, ma grand-mère, la mère de mon père, m'a appelé à l'improviste. Apparemment, mes parents avaient assuré à toute la famille élargie que leur fils à succès prendrait tout en charge pour Emma. Et ce avant même de m'en parler. Ils avaient déjà construit une image pour tout le monde, celle d'Emma emménageant dans une grande maison neuve, de tous ses problèmes financiers enfin résolus, et de moi, étant celui qui fournirait tout ce dont elle avait besoin. Maintenant que j'avais refusé, ils se retrouvaient confrontés à une grande humiliation, car toute la famille s'attendait à ce que je remplisse ce rôle. Sur la base des vantardises prématurées de mes parents. Mes grands-parents étaient outrés en apprenant toute l'histoire. Ils avaient toujours cru que le mode de vie d'Emma était financé par ses différents maris, et que mes parents l'aidaient parce qu'ils le voulaient, et non pas parce qu'ils s'étaient endettés pour la soutenir. Ils étaient si mécontents du comportement de mes parents, qu'ils menacent désormais de les retirer de leur testament. Ils m'ont informé qu'ils préféraient léguer leur héritage à moi, et à mes proches qui travaillent dur, et ne profitent pas des autres. À mesure que l'histoire s'est répandue dans la famille, j'ai commencé à recevoir des messages de proches m'offrant leur soutien. Certains m'ont avoué qu'ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais traversé seule, et se sont excusés de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Ma tante, la sœur de ma mère, m'a même contactée et s'est excusée de ne pas avoir compris à quel point j'avais été traitée différemment en grandissant. Et la dynamique familiale commençait à se détériorer. Tout le monde prenant parti. Et mes parents ne le supportaient pas bien. Mon téléphone s'est remis à sonner sans arrêt. Cette fois avec mes parents alternant entre messages pleins de colère, insultes et messages vocaux en larmes. Ils étaient bouleversés, disant que je détruisais la réputation de la famille. Ils m'ont même laissé un message, me disant que j'étais en train de ruiner la vie des enfants d'Emma, et que je finirais par regretter cette décision un jour. Puis, ils revenaient à la charge en me suppliant de reconsidérer ma position, en disant des choses comme « Nous sommes une famille, et une famille s'entraide. » Tout cela me fait me sentir comme un désastre. Une partie de moi se sent coupable, parce que j'ai été conditionnée à croire que la famille passe avant tout. Et il est difficile de se libérer de cette pensée enracinée. Mais une autre partie de moi est épuisée, en pensant à tout le temps que j'ai passé à essayer de gagner l'approbation de personnes qui ne se soucient que de ce qui leur profite. Cette réalité est douloureuse, mais je sais que c'est dès maintenant m'entraînerait dans des années d'épuisement financier et mental, en mettant les besoins d'Emma avant les miens. Je suis ici sur Reddit. Parce qu'honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Dois-je tenir bon et maintenir mes limites? Car je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi? Ou bien existe-t-il un compromis que je ne vois pas encore? J'aimerais vraiment recevoir des conseils objectifs sur cette situation. Et la situation avec mes parents et ma sœur a empiré bien au-delà de mes attentes. Quelques jours seulement après avoir raconté toute l'histoire à mes grands-parents, ils n'avaient pas menti à propos de leur testament. Ils ont effectivement pris des mesures, contactant immédiatement leur avocat pour s'assurer que mes parents soient retirés de leur héritage. Mes grands-parents avaient toujours été du genre discret, préférant éviter les conflits. Donc ce n'était pas seulement surprenant, c'était inédit dans notre famille. Cependant, il semble que les années de favoritisme envers Emma aient été la goutte de trop. Mes grands-parents ont également décidé d'aller plus loin, en organisant une réunion de famille pour clarifier la situation. Ils l'ont organisée par téléphone afin que tout le monde, y compris moi, puisse y assister. Même si je vis plus loin. Ils voulaient que chacun comprenne exactement ce qui se passait. Et d'après ce qu'ils laissaient entendre, j'avais le pressentiment qu'ils allaient révéler des choses dont je n'avais jamais eu connaissance. La réunion a réuni quelques tantes, oncles et cousins,
En gros, toutes les personnes assez proches pour être concernées par cette histoire. Lorsque la réunion a commencé, mes grands-parents n'ont pas perdu de temps. Ils ont immédiatement révélé qu'ils avaient versé de grosses sommes d'argent à mes parents. Pendant de nombreuses années. Pour aider à la fois Emma et moi. Dans nos études et nos projets d'avenir. Ils avaient donné à mes parents plus de 200 000 $ au total. En partant du principe que cet argent serait partagé équitablement. Entre Emma et moi. J'étais sans voix. J'avais dû me frayer un chemin à travers l'université. Grâce à des bourses, des prêts étudiants. Et divers petits boulots à temps partiel. En me battant pour jongler entre le travail et les cours. Pendant ce temps, Emma semblait vivre sur une autre planète. Ne levant pratiquement jamais le petit doigt. Et se faisant continuellement sortir de toutes ses mauvaises décisions. Toutes ces années, j'avais tout fait par moi-même. Tandis que mes grands-parents envoyaient de l'argent que je n'avais jamais reçu. Mes grands-parents étaient furieux. Ils avaient pensé que cet argent profiterait à nous deux. Mais en voyant maintenant comment mes parents l'avaient dépensé, ils se sentaient complètement trompés. Ils avaient clairement exprimé à mes parents qu'ils souhaitaient soutenir à la fois Emma et moi. Mais il s'est avéré que l'argent avait principalement servi à Emma. À couvrir ses mariages ratés, ses loyers et qui sait quoi d'autre encore. Mes grands-parents ont exigé que mes parents fournissent un compte rendu détaillé de chaque dollar dépensé, menaçant de faire appel à des avocats s'ils refusaient de coopérer. Pour une famille aussi secrète que la nôtre, c'était une démarche inimaginable. Mais je pouvais voir que leur patience avait été mise à rude épreuve. En plus de cela, mes grands-parents ont indiqué qu'ils allaient créer des fonds en fiducie pour chacun de leurs petits-enfants, y compris les 6 enfants d'Emma. Cependant, ils ont précisé que cet argent serait soigneusement géré par un administrateur indépendant et ne pourrait être utilisé que pour certaines dépenses, telles que les études ou les soins de santé. Ils ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas que mes parents ou Emma aient accès à ces fonds. Ce qui a été un immense soulagement. Au moins, je savais que les enfants d'Emma auraient une chance d'avoir un avenir solide, sans que mes parents ne puissent dans ces comptes. Pour d'autres raisons. Tout a explosé après la réunion de famille. À mesure que les membres de la famille assemblaient les pièces du puzzle, ils ont commencé à me contacter un par un. Apparemment, ce n'était pas la première fois, mes parents avaient pris de l'argent à des membres de la famille, prétextant qu'il s'agissait d'aider les enfants ou de couvrir des urgences familiales. Une de mes tantes m'a dit qu'après l'échec du 2e mariage d'Emma, elle avait prêté quelques milliers de dollars à mes parents, croyant que c'était pour des dépenses urgentes. Un autre cousin se souvenait que mes parents avaient demandé de l'argent au moment où je suis entrée à l'université, affirmant que c'était pour m'aider à démarrer. Mais je n'en ai jamais vu la couleur. Certains étaient furieux, croyant qu'ils avaient été trompés quant à l'utilisation réelle de leur argent. D'autres étaient simplement déçus, déclarant qu'ils n'avaient jamais su à quel point mes parents privilégiaient Emma par rapport à moi. L'un de mes cousins m'a même montré des captures d'écran de conversation avec mes parents. Après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire, ils avaient en réalité découragé la famille de venir à ma remise de diplôme, prétextant que je voulais que ce soit intime et sans grande célébration. Pendant ce temps, moi, j'espérais que ma famille viendrait et fêterait ce moment avec moi. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. De réaliser à quel point ils avaient consciemment cherché à minimiser mes réussites, tout en se consacrant entièrement à Emma. Ce qui m'a le plus surpris, c'était Emma elle-même. Elle m'a contacté et m'a envoyé plusieurs longs courriels, chacun avec un ton différent. Dans l'un d'eux, elle tentait de se montrer solidaire, disant qu'elle m'avait toujours soutenue, qu'elle n'avait jamais su que nos parents avaient un tel parti pris en sa faveur, et qu'elle avait toujours cru que nous étions proches. Dans un autre, elle se présentait en victime de la manipulation de nos parents, affirmant qu'ils l'avaient aveuglée sur la vérité concernant la dynamique familiale. Mais ce qui m'a frappé dans chaque message, c'était qu'elle réussissait toujours à glisser une demande d'aide. En ces temps difficiles, elle tentait d'agir comme si nous étions désormais les meilleurs amis du monde. Mais il était évident qu'elle espérait encore que j'ouvre mon portefeuille pour elle. C'était difficile à croire.
Même après que mes grands-parents aient pris des mesures aussi drastiques. Pour rétablir les choses. Et malgré l'indignation générale de la famille. Emma trouvait encore le moyen de tout ramener à elle. Et à ce qu'elle pouvait obtenir de moi. J'avais l'impression de revoir la même histoire se répéter encore et encore. Elle ne semblait pas comprendre la notion de limite. Ni le fait que j'étais fatiguée d'être constamment sa source de réconfort. J'étais déterminée à ne pas la laisser me manipuler à nouveau pour jouer ce rôle. Pendant que tout cela se passait, mes parents étaient occupés à mener leur propre campagne. Ils m'ont inondée de messages vocaux qui allaient des cris de colère aux appels émotionnels. Dans l'un de ces messages, ma mère m'a accusée d'avoir déchiré la famille, en disant que je finirais par le regretter un jour. Lorsque j'ai découvert à quel point j'avais blessé tout le monde. Mon père a ensuite tenté de me faire changer d'avis, me disant que nous pouvions régler les choses discrètement. Et que cela ne devait pas devenir une affaire aussi importante. Ils ont même essayé de me faire culpabiliser, en me disant que je mettais mes grands-parents dans une situation désagréable. Et que je devais réfléchir à ce qu'ils ressentiraient si la famille se divisait à cause de tout cela. Mais leur tactique était inefficace. Mes grands-parents étaient de mon côté. Et le reste de la famille voyait désormais mes parents tels qu'ils étaient réellement. Certains membres de la famille m'ont même contacté pour me dire qu'ils étaient fiers de moi, d'avoir tenu bon. Ma tante m'a appelé en pleurant, s'excusant de ne pas avoir remarqué à quel point mes parents m'avaient traité différemment au fil des années. Elle m'a dit qu'elle avait toujours imaginé que j'étais simplement plus autonome et que je n'avais pas autant besoin d'aide. Mais maintenant, elle réalisait que j'avais été forcée d'adopter ce rôle parce que mes parents s'étaient tellement concentrés sur Emma. À mesure que la famille commençait à comprendre ce que j'avais traversé, de plus en plus de gens se sont manifestés pour s'excuser ou partager des anecdotes sur des choses qu'ils avaient remarquées au fil des ans. C'était à la fois doux amer. Une partie de moi était soulagée que la vérité soit enfin révélée, que les autres reconnaissent les sacrifices que j'avais faits par moi-même. Mais une autre partie de moi avait l'impression de revivre des années de douleur et de déception. Tous ces moments où je m'étais sentie invisible. Toutes ces fois où je m'étais demandé pourquoi mes réussites semblaient si peu importantes. Tout prenait enfin son sens. Cependant, cela n'effaçait pas les années passées à me sentir comme un choix de second plan. Les répercussions de cette situation ont été épuisantes. Mes parents continuent de refuser d'accepter la moindre responsabilité dans toute cette histoire. Ils sont tellement préoccupés par la réputation de la famille qu'ils ne voient même pas les dégâts qu'ils ont causés. Pour eux, ce n'est qu'un autre désaccord que je devrais laisser tomber pour préserver la paix. Et ils essaient de cacher toute cette affaire. Mais je ne ressens plus de culpabilité pour avoir défendu mes propres intérêts. Je suppose, je réalise enfin à quel point il est crucial d'établir des limites. Surtout avec la famille. Si je cédais maintenant, cela signifierait simplement encore des années à être exploité et tenu pour acquis. Pour la première fois, je me sens maître de ma propre vie. Mes grands-parents m'ont informé que si mes parents allaient plus loin, ils s'en chargeraient. Ils ont été clairs sur le fait qu'ils ne voulaient pas que je me sente sous pression. Et ils m'ont même dit que si mes parents continuaient à semer la pagaille, ils prendraient des mesures supplémentaires pour me protéger. Le simple fait de savoir que je n'ai pas à traverser ça seule a fait une énorme différence. Maintenant, je me demande ce que signifie vraiment la famille à ce stade. Toutes ces années, j'ai cru qu'être un bon fils et un bon frère signifiait toujours mettre les autres en premier, sacrifier mes propres besoins pour m'assurer que tout le monde allait bien. Mais maintenant, je comprends qu'il y a une limite et que la famille n'est pas censée vous traiter comme un distributeur automatique ou ignorer votre propre bonheur simplement parce que cela les arrange. Alors que les événements continuent de se dérouler, je reste ferme dans ma décision. Mais une partie de moi se demande si je devrais en faire plus ou aborder cette situation différemment. J'apprécierais vraiment tout conseil sur la façon d'avancer.
Il y a encore tant à comprendre. Et j'essaie de prendre les choses un jour à la fois. Mes parents ont brisé le silence. Quelques jours seulement après que mes grands-parents ont annoncé leur grande décision concernant le testament. Au lieu de présenter des excuses, ou de reconnaître qu'ils étaient peut-être allés trop loin, ils ont envoyé un long email méticuleusement rédigé, tentant de justifier chacune de leurs décisions passées. Ils ne se sont pas contentés de défendre Emma. Ils l'ont pratiquement glorifiée, décrivant leur comportement comme un investissement. Parce qu'Emma avait toujours été plus tournée vers la famille. Pendant ce temps, moi, j'étais décrit comme quelqu'un d'autonome et axé sur sa carrière. Ce qui, selon eux, signifiait que je n'avais pas autant besoin d'aide. Ils ont ensuite expliqué que leur appel à moi, pour que je prenne en charge les choses, et le fait qu'ils m'aient demandé de financer la vie d'Emma, n'avait rien à voir avec l'argent, selon eux. Ils considéraient cela comme un moyen d'égaliser les choses, en donnant à Emma les mêmes avantages qu'ils croyaient que j'avais eu par moi-même. Pour enfoncer encore plus le couteau dans la plaie, ils m'ont traité d'égoïste, pour avoir refusé de partager ma richesse excédentaire avec la famille. L'email ne se contentait pas de mots. Ils ont envoyé une liste détaillée de tout ce qu'ils prétendaient avoir dépensé pour moi comparé à Emma. Je parle de tout, y compris les besoins de base d'Emma, comme la nourriture, les vêtements et le logement. Ils ont mentionné les dépenses liées à ses mariages, les paiements immobiliers et même la thérapie post-divorce. Ils ont même comptabilisé le soutien émotionnel qu'Emma aurait reçu pendant son adolescence, lui attribuant une valeur monétaire. C'était tellement absurde que j'ai compris qu'ils avaient réfléchi à tout cela depuis longtemps, probablement dans l'intention de me le renvoyer en pleine figure un jour. Apparemment, ils ont partagé cet email avec toute la famille élargie, dans le but de me faire passer pour l'égoïste. Mais cela s'est complètement retourné contre eux. Des proches qui jusque-là étaient restés neutres ont commencé à me contacter, consternés par ce qu'ils percevaient comme une tentative insensée de me faire payer pour ce qui relevait des responsabilités parentales de base. Certains se sont même excusés de ne pas avoir compris l'ampleur du favoritisme dont j'avais été victime. Je crois que mes parents espéraient que les gens se rangeraient de leur côté. Mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de repousser davantage les autres membres de la famille. En plus de cela, l'avocat de mes grands-parents est entré en jeu. Mes grands-parents avaient toujours cru que l'argent qu'ils avaient donné à mes parents au fil des ans serait réparti entre Emma et moi, pour nos études et d'autres dépenses essentielles. Ils ont rapidement découvert que cet argent avait été dépensé pour les mariages d'Emma et ses relations ratées. L'avocat a envoyé une lettre officielle à mes parents, leur demandant un compte-rendu détaillé de la façon dont chaque dollar avait été dépensé. Mes grands-parents étaient prêts à porter l'affaire devant les tribunaux, si nécessaire, et je ne peux pas leur en vouloir. Ils se sentaient trahis, et moi aussi. C'était comme une toile d'araignée de tromperie qui s'était développée pendant des années, et j'étais restée sur la touche pendant tout ce temps. Dans un étrange retournement de situation, le premier ex-mari d'Emma m'a contacté. Il est le père de ses 2 enfants aînés, bien que nous n'ayons jamais été proches. Nous étions toujours restés courtois. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de toute cette histoire et voulait me donner son point de vue. Il m'a avoué que lorsqu'Emma était tombée enceinte, mes parents l'avaient forcée à l'épouser, lui promettant un soutien financier tant qu'il acceptait de se marier avec elle. Je savais qu'il s'était marié rapidement, mais je n'avais aucune idée que mes parents avaient joué un rôle aussi important. Apparemment, la majorité du soutien que mes parents avaient fourni provenait de l'argent qu'ils avaient reçu de mes grands-parents, de l'argent que mes grands-parents pensaient être destiné à financer l'avenir d'Emma et le mien. L'ex-mari d'Emma s'est même excusé, affirmant qu'il regrettait de ne pas s'être opposé à eux et d'avoir laissé la situation dégénérer. Mes parents ont rapidement remarqué que leur email n'avait pas eu l'effet escompté. Alors ils ont tenté de revenir en arrière. Ils ont rédigé un second email adressé à tout le monde, expliquant que le premier message avait été écrit sous la colère et ne devait pas être pris au sérieux. Mais il était difficile de croire cette explication, d'autant plus que leur email précédent semblait clairement avoir été soigneusement préparé.
Il était si détaillé qu'ils auraient pu l'imprimer et l'envoyer comme un document officiel. Tenter de revenir en arrière ne faisait que les rendre encore moins crédibles. Et personne n'y a cru. Emma était restée silencieuse pendant quelques jours. Après la réunion de famille. Mais elle a recommencé à me contacter. Son ton était passé de la culpabilisation à une forme d'urgence. Elle m'a envoyé plusieurs emails, impliquant qu'elle m'avait toujours aimé. Et qu'elle ignorait que nos parents nous avaient traités si différemment. Elle a même tenté de justifier sa situation, affirmant qu'elle ne voulait pas me charger de responsabilité, mais qu'elle se retrouvait dans une situation terrible avec ses enfants. Ces messages devenaient de plus en plus étranges, alternant entre des souvenirs d'enfance empreints de nostalgie et des rappels de la difficulté de sa vie actuelle. Avec 6 enfants et un mari en difficulté. À un moment donné, elle a mentionné les problèmes financiers de son mari et a sous-entendu que ses enfants avaient des difficultés à l'école en raison du stress à la maison. Il était difficile de ne pas ressentir de la peine pour Emma et ses enfants. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce qui s'était passé. Elle savait depuis des années à quel point nos parents la favorisaient. Et elle en avait profité, me laissant me débrouiller seule. Maintenant qu'elle était en difficulté, elle voulait que je vienne l'aider. Ces messages m'ont davantage rendu triste qu'en colère. Elle restait ma sœur, et ses enfants étaient totalement innocents dans toute cette histoire. Mais ce n'était pas à moi de la sauver d'une situation qu'elle avait contribué à créer. De plus en plus de membres de la famille ont commencé à partager leurs histoires. L'une de mes tantes m'a contactée, s'excusant de n'avoir jamais rien dit, lorsqu'elle a observé que les choses n'étaient pas équitables entre Emma et moi. Ma tante se souvenait de moments où mes parents préféraient ouvertement Emma et m'ignoraient. Mais à l'époque, elle ne voulait pas s'en mêler. Elle m'a aussi révélé qu'elle s'était proposée pour m'aider avec mes candidatures universitaires, mais que mes parents avaient refusé, affirmant que j'avais tout sous contrôle. En réalité, je gérais tout seul, y compris les dossiers de candidature et mon travail. Ma tante a admis qu'elle n'avait aucune idée de combien j'avais été laissée à moi-même, et qu'elle regrettait de ne pas être intervenue plus tôt. Les discussions de groupe dans la famille ont atteint un nouveau niveau de malaise. Des proches ont commencé à me contacter, me demandant si j'avais besoin de quoi que ce soit, ou s'ils pouvaient m'aider d'une quelconque manière. C'était étrange d'avoir soudainement autant de personnes prêtes à offrir leur aide et leur sympathie. Surtout parce qu'elles n'avaient jamais été aussi présentes dans ma vie auparavant. J'apprécie leur bonne volonté, mais c'est devenu écrasant. Une partie de moi se disait que je ne devrais pas avoir besoin de leur aide maintenant. J'avais déjà traversé les moments les plus difficiles tout seul. La plupart du temps, je les remercie, ne sachant pas trop quoi dire d'autre. Même les amis les plus proches de mes parents ont commencé à prendre leur distance. Quelques personnes ont cru à leur version de l'histoire, disant que j'étais un bourreau de travail, qui ne donnait pas la priorité à la famille. Mais après avoir lu l'email et entendu les explications supplémentaires, ils ont commencé à voir plus clair dans les mensonges de mes parents. Certains se sont même excusés, reconnaissant qu'ils avaient eu tort de me juger. L'un d'entre eux a même révélé que mes parents lui avaient emprunté de l'argent, en évoquant des besoins familiaux. Ils avaient supposé que c'était pour des dépenses essentielles, mais maintenant ils se demandaient s'ils n'avaient pas en réalité financé le mode de vie d'Emma. Malgré tout cela, mes parents ont continué à insister. Ils ont envoyé des messages sans relâche, soutenant que je leur devais quelque chose pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi, que j'étais responsable du maintien de l'unité familiale, et que mon refus d'aider Emma était la cause de la désunion familiale. Ils prétendaient que je détruisais tout, que je nuisais à leur réputation, et que je mettais les enfants d'Emma en danger. C'était frustrant, car ils refusaient d'assumer la moindre responsabilité, et agissaient comme si rien n'était de leur faute. Pour l'instant, je ne cède pas. Je refuse de me laisser culpabiliser, et d'endosser la responsabilité de réparer les problèmes que mes parents ont créés, ou d'assumer les conséquences des choix d'Emma. C'est encore difficile de croire que c'est ma famille, que les choses en soient arrivées au point où je doive choisir entre mon propre bien-être
et ce qu'ils appellent la loyauté familiale. C'est beaucoup à assimiler. Et honnêtement, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais pour la première fois, j'ai l'impression de me défendre. Et enfin d'être entendue. C'est, à tout le moins, un pas positif en avant-point et la situation a abouti à une conclusion inattendue. Après tout le chaos et les problèmes cachés qui avaient fait surface, mes grands-parents ont décidé d'adopter une position ferme. Ils ont organisé une dernière réunion de famille, cette fois avec leur avocat présent. J'avais l'impression qu'un chapitre touchait à sa fin. Mais il restait encore tant de blessures et de sentiments non résolus dans l'air. Cependant, ce n'était pas qu'une simple conversation. Mes grands-parents avaient un plan, et ils n'avaient pas l'intention de perdre davantage de temps. Ils ont annoncé qu'ils avaient non seulement modifié leur testament, mais qu'ils prenaient également des mesures rapides concernant leurs biens pour éviter tout nouvel abus. Pendant des années, mes parents avaient vécu sans payer de loyer, dans une maison de vacances appartenant à la famille. C'était censé être une solution temporaire, mais mes parents en avaient fait leur résidence permanente, comptant sur le fait qu'elle leur serait léguée. Mais c'est terminé. Mes grands-parents ont décidé de vendre cette propriété et d'utiliser les fonds pour établir des fonds éducatifs pour tous leurs arrière-petits-enfants. Cela inclut les enfants d'Emma et ceux de mes cousins. Mes grands-parents ont également mis en place une stratégie de réorganisation pour s'assurer qu'aucun fonds ne soit détourné à l'avenir. Ils vont créer des bourses éducatives annuelles pour tout membre de la famille poursuivant des études supérieures ou des formations professionnelles. Cependant, ces fonds seront gérés par un administrateur indépendant, sans qu'aucun membre de la famille n'y participe. Mes parents étaient visiblement ébranlés en entendant cela. Perdre leur logement gratuit était déjà assez terrible, mais réaliser qu'ils n'auraient plus accès aux biens immobiliers de mes grands-parents était un choc brutal. Pour une fois, ils n'ont pas discuté. Ou peut-être ont-ils compris que cela ne servirait à rien. Ils avaient simplement l'air abattus. Ce qui était inhabituel pour mes parents. Eux qui avaient toujours été fiers et dominateurs. Mes grands-parents leur ont donné 60 jours pour quitter la propriété, sans possibilité de prolongation. L'avocat leur a remis un document signé, et mes parents n'ont eu d'autre choix que de s'y conformer. Dans un revirement surprenant, mes parents ont admis certaines erreurs financières concernant l'argent destiné à mes études, que mes grands-parents avaient fourni il y a des années. C'était une énorme révélation. Et de nombreux membres de la famille étaient sous le choc. Avec peu d'options restantes, mes parents ont signé un accord de remboursement formel, même si je suis sûre que cela leur sera difficile. Après avoir quitté la propriété, ils devront emménager dans un petit appartement et réduire considérablement leur train de vie. Il est évident que ce sera un changement majeur pour eux. Ils ont vécu confortablement grâce à l'aide financière de la famille pendant si longtemps, que je doute qu'ils aient jamais imaginé devoir gérer un budget ou réduire leurs dépenses. Pendant ce temps, Emma semble avoir accepté la réalité de la situation. Son système de soutien s'effondre pratiquement autour d'elle. L'aide gratuite de mes parents n'est plus disponible, et elle ne peut plus compter sur eux pour payer ses dépenses ou la sortir du pétrin. Si les projets professionnels de son mari échouent, au lieu de se plaindre ou de chercher à me culpabiliser, elle fait maintenant des efforts pour améliorer sa propre situation. Elle s'est inscrite à un programme de formation professionnelle en facturation et codage médical, ce qui devrait lui assurer un revenu stable et lui permettre d'élever ses enfants selon ses propres moyens. Son mari a pris davantage d'heures dans son travail de livreur et semble faire un réel effort pour contribuer aux dépenses familiales. Emma m'a même envoyé un email. Non pas pour demander de l'argent, mais simplement pour me demander de l'aide avec son CV. J'ai décidé de l'examiner, en me disant que c'était une petite façon d'aider, sans encourager sa dépendance. Entendre parler des enfants d'Emma a été l'un des développements les plus surprenants et les plus agréables. Ils m'ont contacté par l'intermédiaire du père d'Emma, son premier ex-mari. Apparemment, mes grands-parents avaient prévu qu'ils suivent des séances de thérapie familiale. Ils ont dû faire face à beaucoup de confusion concernant la dynamique familiale.
et avait été pris dans tant de drames. Maintenant, avec l'aide d'un thérapeute, ils commencent à comprendre les relations complexes et le favoritisme dans lequel ils ont grandi. Les enfants les plus âgés se sont même excusés pour les messages culpabilisants qu'ils m'avaient envoyés. Lorsque tout cela a commencé, ils ont dit qu'ils ne réalisaient pas à quel point leur mère me mettait sous pression, et ils se sont sentis horribles d'avoir été utilisés comme des pions. Je leur ai promis que tout allait bien, et que rien de tout cela n'était de leur faute. Après tout, ce n'étaient que des enfants, et ils ne faisaient que suivre les instructions de leur mère. Je suis convaincue que la thérapie les aidera à comprendre qu'ils ne sont pas responsables de résoudre les conflits entre les adultes de leur entourage. Mes parents semblent s'adapter à leur nouvelle situation, mais ils ont du mal à l'accepter complètement. Dans une ultime tentative de réécrire l'histoire, ils ont commencé à m'envoyer des photos au hasard de mon enfance, chacune accompagnée de légendes telles que « Souviens-toi quand nous étions une famille heureuse » ou « N'oublie pas qui a été là depuis le début ». Je ne sais pas s'ils essaient sincèrement de se racheter, ou si c'est juste une autre tentative pour jouer avec mes émotions. Certains messages décrivent à quel point ils ont souffert pour m'élever, tandis que d'autres les présentent comme des victimes, abandonnées par tous ceux qu'ils aimaient. Ils racontent également à quiconque veut bien les écouter que la famille s'est retournée contre eux, présentant la situation comme s'ils étaient des victimes innocentes, simplement en train d'essayer d'aider Emma. Mais je crois que la plupart des membres de la famille ont compris la vérité à présent. Ils gardent leur distance, et leurs interactions avec mes parents sont désormais polies mais distantes. Quant à moi, toute cette expérience a été révélatrice. Je n'avais aucune idée à quel point le favoritisme avait été poussé loin, ni à quel point ma famille avait été exploitée au fil des années. Mes grands-parents ont été formidables tout au long de ce processus, faisant preuve d'une force et d'une justice que je n'avais jamais pleinement appréciée auparavant. Ils jouent désormais le rôle de protecteur pour les générations futures, veillant à ce que rien de semblable à ce qui m'est arrivé à moi et à Emma ne se reproduise. L'ensemble du processus a été difficile, mais il s'est avéré être une prise de conscience essentielle. Cela m'a permis de découvrir qui se soucie réellement de moi et qui ne me voit que comme une source d'argent. Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu. Merci et au revoir. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour rester informé des prochains récits bouleversants.